Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En tout état de cause, le contraste avec le perfectionnement technique et technologique des têtes nucléaires était quand même assez saisissant. Autant ils étaient bons pour faire des bombes, autant pour le reste. Et on l'a vu avec Tchernobyl notamment. Les torpilles, d'ailleurs, d'une portée de 2000 de miles, si vous préférez, ces torpilles étaient capables de détruire n'importe quel vaisseau ennemi, mais selon les experts, elles développaient une puissance voisine du kilotonne, c'est-à-dire l'équivalent de 500 000 kilos de TNT. En état de marche, les deux... on va les appeler les poissons, mesuraient environ 30 cm de diamètre, 3,60 m de long, représentant à peu de choses près la moitié des torpilles américaines et un quart des missiles de type SSN-5 perdus avec la tourelle du sous-marin. Et malgré le mauvais état de ces torpilles, les spécialistes ont été en mesure de reconstituer intégralement leur système de propulsion et d'après eux, les éléments déterminants étaient la vapeur et l'électricité. Et là aussi, on est à des années-lumière en arrière des techniques modernes de la marine américaine. Fin septembre, le navire arrive en vue des collines de Los Angeles. Le Hugh Glomar Explorer était propre, la moonpool avait été passée au peigne fin, les caisses contenant les pièces du sous-marin étaient entreposées dans les cales. Pendant les 3 mois qui ont suivi et jusqu'au début janvier, les équipages se sont relayés pour décharger la quasi-totalité de tout ce qui avait été entreposé sur l'Explorer. Donc tout a été proprement fait. En septembre 1974, les membres du Congrès ont accusé la CIA d'avoir outrepassé ses droits en organisant des opérations d'espionnage aux États-Unis même. Encore une fois, vous savez que la CIA, rappelez-vous l'interview, la CIA n'a pas propension, n'a même pas le droit carrément d'œuvrer sur le territoire américain. Donc important. Et depuis l'affaire du Watergate, les Américains étaient assez remontés contre tout ce qui était secret d'État. La CIA n'a jamais eu une bonne réputation, mais quand on a appris qu'elle surveillait des citoyens, c'est vrai que ça n'a pas non plus arrangé les choses. Son directeur et le président Ford se sont rendus compte qu'il fallait regagner, évidemment, la confiance du public et restaurer le prestige des services secrets. Seul un succès de grande envergure pouvait démontrer la nécessité des entreprises secrètes et contraindre le Congrès à financer évidemment ses activités futures. Donc la récupération du sous-marin soviétique constitue alors une occasion de choix, vous vous en doutez. Et donc elle a reçu finalement l'autorisation de poursuivre la mission d'espionnage la plus onéreuse de l'histoire sous une nouvelle appellation, le projet Matador, c'est-à-dire 3e projet de cette histoire, c'est assez incroyable. Et à n'en pas douter, le récit de l'opération, rendu public après l'analyse des codes et des missiles, renforcerait le prestige de la CIA et les Américains se passionneraient évidemment pour le coup joué aux Russes. Par la même occasion, se trouverait confirmée sur le plan international la suprématie, encore une fois, des services de renseignement de leur pays. Le vendredi 7 février 1975 au matin, on chargeait les tubes sur l'Explorer. Au même moment, à Washington, la journée commençait. William Colby, directeur de la CIA, n'en croyait pas ses yeux. Dans la dernière édition du Los Angeles Times, un gros titre barrait le haut de la toute première page. Les services secrets renflouent un sous-marin soviétique. Pendant plus de 6 ans, le secret des projets Azorian, Jennifer et Matador avait pourtant été bien gardé. Selon les informations de tous les services de renseignement, les soviétiques n'avaient absolument rien soupçonné. En fait, l'article du Los Angeles Times était la conséquence indirecte du cambriolage, vous avez compris, qui avait eu lieu 8 mois plus tôt en juin 1974. 2 semaines avant que l'Explorer ne prenne la mer, souvenez-vous, 4 hommes avaient pénétré par effraction dans les bureaux de Hughes, situés dans Roman Street, à Hollywood. Ils avaient neutralisé l'unique gardien, fouillé le bâtiment, emporté plusieurs objets de valeur, volé également 68 000 $ en liquide, des valises de documents, et parmi lesquels des rapports rédigés par Hughes lui-même. Quelques semaines plus tard, un maître chanteur va demander à la Souma de verser $1 million en échange des documents volés. Les responsables de la Souma, sachant bien que les malfaiteurs pouvaient faire des duplicata sans aucun problème, ont refusé de payer. Or, 2 mois plus tard, en août 1974, on apprend au quartier général de la CIA que parmi les documents subtilisés se trouvait
une note de la main d'Howard Hughes concernant la récupération du sous-marin soviétique. Oups. Aussitôt, William Colby va demander au FBI de servir d'intermédiaire. Ses agents vont rencontrer le chef de la police de Los Angeles, lui demander d'organiser la restitution des documents en échange d'une rançon fournie par le gouvernement. Et comme il fallait bien quand même mettre le chef de la police et les responsables du LAPD, la police de Los Angeles, au courant du projet Matador, on a ordonné aux inspecteurs de ne pas prendre connaissance surtout des documents quand ils rentreraient en leur possession. Mais comment les empêcher sérieusement, franchement, d'en prendre connaissance alors qu'ils étaient obligés de les lire pour les identifier ? Il y a quand même quelque chose. Et donc, il a été impossible d'éviter les fuites. Et au début février, l'inévitable s'est produit. Quelqu'un a raconté l'histoire à William Farr, reporter au Los Angeles Times, qui, en collaboration avec Jerry Cohen, a publié sans tarder l'article que l'on sait. C'est donc fini du secret le mieux gardé du monde à cette époque-là. L'article du Times a passionné des millions de gens dans le monde entier, vous vous en doutez. Il a occupé la quasi-totalité de la première page et comportait une photographie de l'Explorer. Les auteurs mentionnaient le contrat qui liait Hughes à la CIA en ce qui concernait le Hughes Glomar Explorer et faisaient le rapprochement évidemment entre cette information et le cambriolage de Roman Street. Mais le sous-marin de la photographie qui illustrait l'article n'était pas en fait un Golfe 2 et d'après le journal, la CIA avait essayé de renflouer soit un sous-marin soviétique de type Novembre au large de l'Espagne, soit un bâtiment de type Hôtel à 900 milles au nord-est de Terre-Neuve. L'article comprenait également un démenti du président directeur général de Global Marine qui affirmait ne rien savoir de l'opération et certifiait que l'Explorer n'avait jamais quitté le Pacifique. Bien que les informations relatives au sous-marin et à la zone dans laquelle s'était déroulée l'opération étaient fausses, l'article mettait quand même la mission en danger et à supposer que l'Union soviétique ait appris la nouvelle en même temps que le public, ce qui est évidemment le cas. Il y avait dû y avoir un certain remue-ménage, vous vous en doutez, au Kremlin ce jour-là. Et William Colby affirmait malgré tout qu'aucun gouvernement ne pouvait prendre au sérieux des informations aussi fantaisistes. Réagissant rapidement, il a demandé d'autre part au Los Angeles Times de suspendre la publication pour des raisons de sécurité nationale. Et il s'est mis notamment d'accord avec le rédacteur en chef du Times pour que la publication de la suite de l'article passe totalement inaperçue et lui a confié que l'opération s'était déroulée dans le Pacifique et non dans l'Atlantique. Informé de la situation, le rédac-chef a regretté d'avoir publié l'article et l'a relégué en page 16 dans le numéro suivant. C'est quand même assez incroyable, alors que les gens attendaient, j'allais dire, l'épisode 2, entre guillemets. La meilleure chose à faire, c'était finalement de démentir. Et le surlendemain, il n'y avait plus qu'une ligne sur l'affaire. Pourtant, dans les milieux journalistiques, on continuait à parler du cas incroyable du sous-marin russe qui avait rétréci. Sauf que dans le monde entier, les reporters se sont mis en quête d'informations sur l'affaire. Bref, durant tout ce mois de février, la CIA a pris contact avec les rédacteurs en chef et les directeurs des principaux journaux, stations de radio, de télévision. Ils ont passé leur temps à ça. Colby a confié à certains d'entre eux que l'Explorer avait récupéré un tiers du sous-marin, allait repartir pendant l'été pour renflouer le reste. La mission était d'un intérêt vital pour le pays. Ce serait rendre un grand service à la patrie que de ne rien dire. L'insistance en fait de la CIA et dans certains cas l'intervention personnelle d'Henry Kissinger ont finalement eu raison de leur réticence. Le rédac-chef du Los Angeles Times avait mis 8 reporters sur l'affaire pour être prêt au cas où un journal ne tiendrait pas compte des exigences de la CIA. Il a ajouté « La question n'est pas de savoir si cette histoire sera publiée ou non, la question est de savoir quand ». De la mi-février à la mi-mars, les journaux ont attendu leur heure et se sont documentés sur la mission qu'ils connaissaient sous le nom de Projet Jennifer. Et c'est alors qu'au milieu du mois de mars, l'Association pour la liberté des citoyens américains, décidée à savoir pourquoi l'affaire avait complètement été étouffée depuis les révélations du mois de février, a pris contact avec les rédacteurs en chef de plusieurs journaux. On n'a pas ça en France, on n'a pas l'équivalent. Tous les journaux importants ont décidé donc de publier des articles sur la mission et le Times a mis la dernière main au reportage qui devait paraître la semaine suivante.
rares quand même, étaient ceux qui croyaient maintenant que la CIA n'avait récupéré qu'une partie du sous-marin. Tout le monde pensait qu'ils avaient pris la totalité. Curieusement, les révélations de février et de mars n'ont modifié en rien le rythme de travail de l'équipage. Les préparatifs ont continué à bord de l'Explorer, dont le départ était toujours fixé au 4 juillet, et rien n'indiquait que la mission était compromise, pour aller chercher la suite, évidemment. Alors, vous en doutez, l'Explorer est devenu la grande attraction du sud de la Californie, aussi bien pour les habitants de Long Beach que pour les visiteurs qui sont venus de tout le pays. Des yachts pleins de gens désireux de le voir de près avec l'équipage de la CIA passaient et repassaient devant l'acheter. Parfois, les femmes retiraient le haut de leur bikini, faisaient des signes aux hommes massés le long du bastingage du navire, tandis que les curieux applaudissaient l'équipage ou lui criaient des propos encourageants. Bientôt, on allait même venir pour faire des visites organisées, c'est vous dire un petit peu. Ça reste les États-Unis, ça reste absolument incroyable, inconcevable pour nous. Nous, c'est pas tout à fait les mêmes choses, vous le savez. Alors, et les Russes, vous allez me dire, eh bien les Russes, on ne les a pas entendus, ils n'ont fait aucune allusion à l'affaire. Mais vous vous doutez bien d'une chose, c'est que, évidemment, avec les visites guidées, etc., eh bien, le projet Matador a tout simplement été annulé. Sur l'ordre, évidemment, de la plus haute autorité, vous en doutez, le président américain. Et aussi longtemps que durerait l'administration Ford, aucune mission de ce type ne sera plus jamais entreprise. Alors pour terminer, fin 1976, malgré tout ce qui a été dit et écrit, le public et la presse ignoraient encore beaucoup des aspects importants de la mission. On ne sait pas, par exemple, si le sous-marin a été récupéré en entier, ou si les codes et les missiles étaient, oui ou non, entre les mains de la CIA. Et il était absolument impossible de faire la part du vrai et du faux dans l'avalanche d'informations qui allait circuler très rapidement maintenant, évidemment, fait exprès par la CIA. Et pour ne pas compromettre les relations américano-soviétiques, tout ce qui allait concerner les projets Azorian, Jennifer et Matador allait maintenant demeurer, et j'allais dire à jamais jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine des informations top secrètes. Il faudrait pour ça attendre longtemps avant que des journalistes puissent faire la part des choses, interroger énormément des acteurs, pouvoir vous donner cette émission. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.